Mesdames, messieurs, installez-vous. Quel régal, quel immense plaisir de vous retrouver ici autour de ce rectangle vert qui nous passionne tant. Prenez un café, mettez-vous à l'aise car ce que je vais vous raconter aujourd'hui dépasse tout ce que vous avez pu imaginer sur le football africain. Nous sommes le 1er janvier 2026. La poussière retombe à peine sur les pelouses marocaines après une phase de poule absolument dantesque. L'ambiance dans les rues de Casablanca et de Rabat est électrique, mais derrière la ferveur, derrière les chants et la magie, se cachent des dossiers que certains auraient préféré laisser sous silence. Vous pensez avoir tout vu ? Vous pensez que le football est une science exacte où le talent et les buts dictent leurs lois ? Détrompez-vous. Aujourd'hui, nous ouvrons les dossiers noirs, les 32 vérités interdites qui font trembler la CAN 2025. C'est une véritable tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux, une pièce de théâtre où les figurants deviennent des bourreaux et où les statistiques semblent avoir perdu la raison. Préparez-vous, car on ne parle pas ici de simple sport, on parle de destin, de braquage et d'anomalies qui vont traumatiser l'algorithme de votre compréhension du ballon rond. Le dossier Soudan, les fantômes de l'attaque. Commençons par le premier dossier, celui qui fait hurler les puristes et vibrer les amateurs de paradoxes, le hold-up du Soudan. Écoutez bien ce chiffre, laissez-le résonner dans votre esprit. 0, c'est le nombre de buts inscrits par les joueurs soudanais lors de cette phase de poule. 3 matchs, des heures de jeu et pas une seule fois un pied ou une tête soudanaise n'a fait trembler les filets adverses. Et pourtant, mesdames et messieurs, le Soudan est là. Ils sont qualifiés pour les 8e de finale. Comment est-ce possible ? C'est le génie du chaos, une victoire obtenue sur un but contre son camp, un CSC adverse et une solidité défensive qui frise l'insolence. C'est ce qu'on appelle dans le milieu le ghost scorer du tournoi. Ils n'ont rien créé, ils n'ont rien marqué, mais ils ont tout pris. Est-ce une masterclass de survie ou une disaster class pour le football spectacle ? Le public occidental adore juger le gâchis de talent, mais ici c'est l'inverse. C'est l'absence de talent offensif qui devient une arme de destruction massive. C'est une insulte au football business qui ne jure que par les statistiques de Haaland ou les génies comme Vinicius. Le Soudan a prouvé qu'en Afrique, la grinta et un soupçon de magie noire administrative peuvent terrasser n'importe quelle logique. Ils sont les morts vivants de cette compétition. Ils avancent dans l'ombre, sans faire de bruit, sans marquer, mais ils éliminent des nations qui, sur le papier, valaient des centaines de millions d'euros. L'anomalie des chiffres, regardez l'institution que représente le football. On nous parle de mérite, on nous parle de performance top tier. Mais quand vous voyez une équipe se qualifier sans marquer, vous comprenez que le football a une âme que les robots de la data ne pourront jamais saisir. Le Soudan a hacké le système. Ils ont utilisé la pression médiatique et le poids du maillot pour paralyser leurs adversaires jusqu'à ce que l'erreur fatale arrive. C'est une leçon pour nous tous. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, des infrastructures de rêve. Si vous n'avez pas cette capacité à braquer le destin, vous ne survivez pas à la CAN. On est ici dans le pur récit de David contre Goliath. Sauf que David n'a même pas eu besoin de lancer sa pierre. Goliath a trébuché tout seul sur ses propres lacets. Mais attention, car au-delà du talent et des miracles, il y a la tactique pure. Et ce que nous allons découvrir dans la suite va vous glacer le sang. Car le Soudan n'est pas le seul braqueur de cette édition. D'autres nations ont réussi l'impossible avec encore moins de moyens, défiant les lois de la mathématique et de la justice sportive. Restez avec moi, car la vérité est bien plus sombre que ce que les résumés de match veulent bien vous montrer. L'insulte mathématique est le spectre du néant. Mais ne partez pas, restez bien assis, car le braquage que nous venons d'évoquer avec le Soudan n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tournons maintenant notre regard vers une autre anomalie, un dossier qui fait trembler les fondations mêmes de la logique sportive. Mesdames, messieurs, parlons de la Tanzanie. 2 points, laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. 2 malheureux points. Dans n'importe quel autre univers, dans n'importe quelle autre compétition de haut niveau, 2 points sont le synonyme d'un billet retour immédiat, d'un échec cuisant, d'une sortie par la petite porte. Mais pas ici, pas dans cette CAN 2025 où l'algorithme de la CAF semble avoir été possédé par l'esprit du chaos. C'est une insulte mathématique, une véritable tragédie shakespearienne qui se joue sur le terrain. La Tanzanie se qualifie pour le second tour sans avoir gagné le moindre match.
C'est l'histoire de l'underdog, du petit poucet qui ne renverse pas le géant par la force, mais par une survie parasitaire, en profitant des failles d'un système qui privilégie parfois la médiocrité stable au génie éphémère. Vous pensez que c'est une masterclass de résilience. Moi, je vous dis que c'est le triomphe du vide sur le spectacle. C'est le football business qui perd son âme, car on finit par valider des parcours qui n'auraient jamais dû dépasser la phase de poule. C'est une situation qui interpellera votre intelligence de spectateur. Comment peut-on célébrer une qualification quand le tableau d'affichage refuse de nous donner une victoire ? Et si vous pensez que la Tanzanie est un cas isolé, attendez de voir le dossier du Mali. Là, nous entrons dans une dimension supérieure de la neutralité. Les Aigles du Mali ont transformé le terrain en une zone grise, un no man's land émotionnel. 3 matchs, 3 nuls. Ni victoire pour exulter, ni défaite pour pleurer. Le néant absolu. Ils s'envolent vers les 8e de finale sans avoir battu personne, sans avoir montré cette grinta que nous aimons tant, sans avoir fait vibrer un peuple qui attendait de la magie. C'est une performance chirurgicale dans l'ennui. On est loin du génie d'un Messi ou de la puissance d'une machine comme Haaland. Ici, on est dans la gestion froide, presque bureaucratique, du résultat minimum. C'est fascinant et terrifiant à la fois. Le Mali a hacké la compétition par la passivité. Est-ce là le futur du football? Un monde où l'on ne joue plus pour gagner, mais pour ne pas perdre, attendant que la structure du tournoi fasse le travail à notre place? C'est une question que je vous pose, à vous qui aimez ce sport. La passion est-elle en train de mourir sous le poids des calculs d'apothicaires? On nous vend du rêve, on nous vend de l'histoire, mais ce que le Mali nous propose, c'est une page blanche, un scénario sans rebondissement qui, par un tour de passe-passe réglementaire, les propulse parmi l'élite du continent. Certains appelleront cela de la gestion tactique. C'est une manière de préserver les forces pour le prime de la compétition. Mais pour nous, les amoureux du beau jeu, pour ceux qui considèrent que l'institution du football est au-dessus de ces petits arrangements avec la victoire, c'est un signal d'alarme. Le vestiaire malien doit se réjouir, mais le monde entier regarde cette parodie de compétition avec une curiosité malsaine. C'est une approche sombre, presque fascinante, comme un film de Scorsese où les anti-héros gagnent à la fin sans avoir tiré un seul coup de feu. Écoutez-moi bien, car ce que je vais vous dire est crucial. Si vous voulez comprendre les secrets que la CAF cache derrière ces qualifications miraculeuses, si vous voulez plonger au cœur de l'enquête et ne rien rater des révélations sur les coulisses de ce tournoi, abonnez-vous dès maintenant. Ne laissez pas le foot business vous dicter votre vision du jeu. Rejoignez l'élite de ceux qui voient au-delà du score, car la suite de ces dossiers noirs va vous montrer que le braquage ne fait que commencer. Mais attention, car si le Soudan, la Tanzanie et le Mali ont utilisé l'ombre pour avancer, d'autres reviennent d'entre les morts. Des nations que l'on croyait enterrées, disparues des radars de la gloire depuis une décennie, font un retour fracassant. Et ce qu'elles s'apprêtent à faire aux géants du continent va redéfinir la notion même de hiérarchie. Préparez-vous, car au-delà des nuls et des calculs, le sang des cadors va couler sur les pelouses du Maroc. Le retour des morts vivants et le sacre des petits mesdames, messieurs, quel régal de vous savoir toujours aussi nombreux, toujours aussi passionnés. Nous continuons notre plongée chirurgicale dans ces dossiers noirs. Après les calculateurs de l'ombre et les fantômes statistiques, nous entrons dans la phase que le public occidental adore par-dessus tout, la chute brutale des titans et l'avènement inattendu des damnés de la Terre. Vous pensez connaître la hiérarchie du football africain? Vous pensez que le classement FIFA dicte la loi du terrain? Vous vous trompez lourdement. Ce qui se joue actuellement sur les pelouses marocaines est une tragédie shakespearienne pour les uns et une épopée digne de Gladiator pour les autres. Parlons du Botswana. Imaginez un instant le poids du silence. 10 ans, 10 longues années de traversée du désert, 10 ans sans voir la lumière d'une phase finale, loin des projecteurs de la grande Europe et du foot business. Pour beaucoup d'experts de salon, c'était une nation rayée de la carte, une équipe sans âme et sans avenir. Mais ils sont revenus. C'est le retour des morts vivants du football. Et quel retour, mes amis! Ils ne sont pas venus au Maroc pour faire de la figuration ou pour collectionner les selfies avec les stars. Ils sont venus pour briser des carrières, pour exposer des fraudes et pour humilier des joueurs que l'on pensait intouchables au sommet de leur prime. Quand le Botswana élimine des géants du top FIFA, ce n'est pas seulement un score sur un tableau d'affichage, c'est une masterclass de détermination et de résilience tactique. C'est le triomphe de la passion pure sur l'argent des transferts, sur les contrats publicitaires et les clauses libératoires indécentes qui polluent l'esprit du jeu. C'est David qui sort sa fronde dans un stade en fusion et qui
d'un coup précis, en plein cœur de la transition défense-attaque, fait s'effondrer des empires que l'on croyait éternels. Regardez leur bloc bas, cette discipline de fer, ce vestiaire soudé où chaque homme est prêt à mourir pour son voisin. C'est cela, le football qu'on aime. Et que dire des Comores? Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement et laissez ce nom résonner, car là, nous touchons au sublime, au génie pur. Souvenez-vous de cette victoire historique contre la Tunisie lors des éliminatoires. À l'époque, les cyniques ont crié à la chance, au hold-up, au simple accident de parcours, mais les faits sont là. Têtus, brutaux, indiscutables. Les Comores se sont qualifiés pour les huitièmes de finale dès leur deuxième match de poule. C'est une performance top tier qui laisse le monde entier sans voix. Ces hommes ont prouvé que l'institution du club, le prestige du maillot et les salaires à 6 chiffres ne font pas le poids face à la cohésion d'un peuple et à la magie d'un collectif qui joue avec ses tripes. C'est la beauté du sport qui reprend ses droits contre les statistiques froides des machines et les algorithmes des recruteurs. Mais attention, car ce succès insolent des petits cache une réalité beaucoup plus sombre pour les ténors du continent. Car si les Comores et le Botswana brillent, c'est parce que les puissants tremblent sur leur base. Le vestiaire des grandes nations est en feu. Les égos démesurés s'entrechoquent et la santé mentale des stars est mise à rude épreuve par une pression médiatique qu'ils ne parviennent plus à gérer. C'est une véritable lutte de classe qui s'opère sur le rectangle vert, l'argent contre la passion, le système contre l'insurrection. Et c'est ici que je veux vous interpeller, car nous sommes au cœur du conflit, là où la vérité blesse. D'un côté, nous avons l'héroïsme pur de ces nations que personne n'attendait, ces underdogs qui redonnent au football ses lettres de noblesse. De l'autre, le discours formaté des grandes instances, des experts et des stars surpayés qui cherchent des excuses à leur naufrage. Alors, je vous demande de choisir votre camp ici et maintenant dans la ferveur de ce débat. Ne soyez pas neutres. Écrivez Lions si vous croyez encore à la domination naturelle des puissants, à la hiérarchie historique et au poids du prestige. Ou alors écrivez Discours si vous pensez que tout ce qu'on nous raconte sur le mérite des grandes nations n'est que du vent, un écran de fumée face à la réalité crue du terrain. Choisissez votre camp, Lion ou Discours. Je lirai chaque réaction, car c'est votre passion qui est le moteur de cette enquête. On ne s'arrête pas là, car le tableau noir nous réserve encore des révélations fracassantes. Car si certains ont braqué le destin par la ruse ou le courage, deux nations, deux mastodontes du football africain ont décidé de ne laisser aucune miette, aucune chance au hasard. Le Nigeria et l'Algérie avancent comme des rouleaux compresseurs portés par une statistique qui ne ment jamais. La prophétie du 100% est en marche et vous n'êtes absolument pas prêts pour ce que les chiffres nous révèlent sur la suite inéluctable de cette compétition. Restez avec moi, car la tension monte d'un cran et les masques vont enfin tomber. La prophétie du 100%, les machines de guerre. Mesdames, messieurs, restez bien avec moi, car nous basculons maintenant dans la dimension des géants. Nous quittons les récits de survie pour entrer dans celui de la domination pure, de la précision chirurgicale. Regardez ce tableau noir, car ce que je vais vous montrer va au-delà du simple sport. C'est une question de statistique, de froideur, de puissance. Dans cette jungle qu'est la Coupe d'Afrique des Nations, deux prédateurs ont décidé de ne laisser que des miettes, l'Algérie et le Nigeria. Ils sont les seuls, je dis bien les seuls, à avoir réalisé le Grand Chelem lors de cette phase de poule au Maroc. 9 points sur 9 possibles. 3 matchs, 3 victoires. C'est ce que j'appelle une masterclass de régularité. Pour ces deux nations, le football ne se joue pas avec des émotions instables. Il se traite comme une équation mathématique. Nous sommes ici face à l'archétype de la machine. À l'image d'un Haaland qui transforme chaque ballon en data de but, les Fennecs et les Super Eagles ont transformé cette compétition en un laboratoire de performance top tier. Le Nigeria, une force brute, une verticalité qui terrorise les défenses. L'Algérie, une maîtrise technique, un bloc équipe qui étouffe l'adversaire avec une discipline de fer. Laissez ces chiffres résonner dans votre esprit. 9 points. Dans l'histoire moderne de la CAN, la statistique est formelle, presque prophétique. L'équipe qui termine la phase de poule avec un carton plein finit presque toujours avec le trophée entre les mains ou, au minimum, sur le podium. C'est une réalité statistique qui doit faire trembler tous les autres prétendants. Pourquoi ? Parce que ces deux équipes ont déjà atteint leur prime collectif. Elles ne cherchent pas leur identité, elles l'imposent. C'est ici que le concept d'institution prend tout son sens. À l'image de l'institution Real Madrid qui ne tremble jamais quand retentit l'hymne de la Ligue des Champions, le maillot du Nigeria et celui de l'Algérie pèsent une tonne
sur les épaules de leurs adversaires. On ne parle plus de tactique, on parle de psychologie. C'est le poids du maillot, c'est l'ego démesuré mais maîtrisé de champions qui savent qu'ils sont les GOAT potentiels de cette édition. Cependant, mes amis, il y a un revers à cette médaille d'or. La perfection attire la haine, la domination attire le désir de chute, le public adore voir un favori s'écrouler, il adore voir la machine se gripper face à l'artiste ou à l'underdog. Est-ce que cette perfection n'est pas un piège ? À force de tout gagner, ne risque-t-il pas de perdre cette petite étincelle de survie nécessaire quand viendront les matchs à élimination directe, là où il faut être clutch dans la douleur? Mais je vous le dis, en tant qu'analyste et en tant que passionné, ce que nous voyons là est une démonstration de force contre le foot business. Malgré les transferts mirobolants vers l'Arabie Saoudite ou les sirènes de l'Europe, ces joueurs sont revenus porter le drapeau avec une ferveur qui dépasse les contrats publicitaires. Ils lient la performance à un sentiment d'injustice historique, prouver que l'Afrique possède les meilleures machines de guerre du football mondial. C'est le moment de montrer votre soutien. Si vous aussi, vous voulez soutenir la vérité du terrain contre les arrangements en coulisses et le foot business, likez cette vidéo massivement. Ce pouce bleu n'est pas pour moi. Il est pour la grandeur des nations qui refusent de tricher avec le jeu. Montrons à l'algorithme que la passion et la rigueur sont ce que nous voulons voir. Mais attention, car si le Nigeria et l'Algérie semblent intouchables, le vestiaire est parfois un lieu de tensions invisibles. Une seule défaite, une seule faille dans la santé mentale d'un cadre, et tout cet empire peut s'effondrer. Et justement, alors que ces géants paradent, un autre dossier brûle. Un dossier qui concerne un pays où le football est plus qu'une religion, c'est une question d'honneur national. Parlons de la gestion d'un effectif, parlons de la trahison et des choix qui déchirent un peuple. Nous allons plonger dans le dossier brûlant de la RDC et des choix de Sébastien Desabre. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Le dossier RDC, le sacrifice des lions de Kinshasa. Mesdames, messieurs, quel régal de vous retrouver pour ce tournant décisif de notre enquête. Installez-vous confortablement, car nous arrivons au pied d'un volcan émotionnel qui menace d'enterrer les espoirs d'un peuple tout entier, la République démocratique du Congo. Vous pensez connaître l'histoire des léopards et de leur sélectionneur Sébastien Desabre? Vous vous trompez lourdement. Ce qui se joue entre Kinshasa et les pelouses du Maroc n'est pas qu'une simple question de football, c'est une tragédie shakespearienne où l'honneur se heurte à la froideur des chiffres. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. Des millions d'euros de valeur marchande cumulés pour une constellation de stars évoluant dans la grande Europe. C'est fascinant, c'est clinquant. C'est ce que le foot business appelle du top tier. Mais à quel prix? Dans l'ombre des projecteurs de la Ligue des Champions, un crime de lèse-majesté a été commis. Le sacrifice pur et simple des joueurs locaux, ces guerriers de Kinshasa et de Lubumbashi qui connaissent le poids du maillot mieux que quiconque. Nous sommes face au grand dilemme de l'Occident qui corrompt le football africain, l'argent contre la passion. Desabre a fait un choix radical, une approche que certains qualifient de chirurgicale, mais qui ressemble de plus en plus à une disaster class humaine. En écartant les talents du cru pour privilégier des profils formatés par les centres de formation européens, le sélectionneur a pris le risque de briser l'âme du vestiaire, car l'institution nationale ne doit jamais être un simple club de luxe pour expatrier en quête de visibilité lors du mercato. Regardez la tension qui monte. Le public congolais, ce peuple qui vibre à chaque foulée, commence à se demander si la cupidité des agents et la recherche de la stat parfaite n'ont pas tué le rêve africain. Est-ce que le football perd son âme au profit des fiches techniques et des algorithmes? On nous vend des joueurs avec des clauses libératoires à faire tourner la tête. Mais où est la magie? Où est cette grinta qui fait que, dans les moments clutch, un joueur local est prêt à tout donner car il joue pour sa propre survie et celle de sa famille? C'est ici que l'analyse tactique rejoint la psychologie profonde. On parle de la santé mentale de ces jeunes joueurs locaux, trahis par un système qui les considère comme des figurants dans leur propre théâtre. C'est une injustice flagrante, un gâchis de talent que le public adore juger, mais que nous devons dénoncer ici avec force. On ne bâtit pas une légende en tournant le dos à ses racines. Un joueur qui ne sent pas le poids du drapeau ne sera jamais le héros dont la RDC a besoin. Et c'est maintenant que je m'adresse à votre sens de la justice. Si vous aussi vous trouvez scandaleux que le talent local soit ainsi piétiné par les intérêts financiers du foot business, si vous voulez soutenir la vérité nue contre les paillettes trompeuses, je vous demande de liker cette vidéo massivement. Ce like, c'est votre signature contre l'injustice. C'est votre cri de ralliement pour que le mérite reprenne le dessus sur le portefeuille. Montrons ensemble que la passion du peuple est plus forte que n'importe quel contrat publicitaire.
Mais attention, car au-delà de cette trahison, au-delà des choix de désarbre, une ombre plane sur la compétition. Une ombre qui concerne l'organisation même de cette CAN et un secret que personne n'ose évoquer à haute voix. Car si les joueurs souffrent sur le terrain, ce qui se passe dans les tribunes et dans les bureaux de la CAF pourrait bien être le plus gros scandale de l'histoire du football continental. Préparez-vous, car pour notre dernière partie, nous allons déchirer le voile sur les stades fantômes et la simulation finale qui va vous laisser sans voix, le crépuscule des idoles et le verdict de l'algorithme. Mesdames, messieurs, nous y sommes. Nous arrivons au climax de cette épopée fascinante et sombre, au moment où les masques tombent et où la réalité dépasse la fiction. Vous avez vibré avec les petits, vous avez tremblé devant les machines, mais avez-vous regardé au-delà du rectangle vert ? Avez-vous vu ce qui se passe dans les gradins de Rabat et de Casablanca ? C'est ici que le dossier noir devient une véritable tragédie shakespearienne qui se joue à l'échelle d'un continent. Parlons de la précision chirurgicale des chiffres qui font mal. 68 500 places au complexe Prince Moulay Abdellah, des billets affichés sold out en quelques minutes, une hystérie numérique sur les sites de vente. Et pourtant, mes amis, les images sont là, froides, indiscutables. Des pans entiers de tribunes vides pendant des matchs de gala. 200 millions d'euros de droits télévisés et de sponsoring, laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. L'audience occidentale est fascinée par ces montants, mais elle est surtout horrifiée par le gâchis. C'est le paradoxe ultime du foot business. Des stades pleins sur le papier, mais des stades fantômes dans la réalité. La cupidité a-t-elle fini par tuer le rêve ? C'est une question qui interpelle votre intelligence de spectateur. Nous sommes face à l'archétype du héros déchu, non pas un joueur comme Pogba ou Neymar, mais l'organisation même d'une compétition qui risque de perdre son âme au profit des statistiques et du profit immédiat. Le public adore juger le gâchis. Et ici, le gâchis est institutionnel. On nous vend une masterclass d'organisation, mais le terrain nous renvoie une disaster class de gestion humaine. C'est le duel éternel entre l'argent et la passion, entre la machine administrative et l'artiste qui veut simplement voir son équipe jouer. Mais alors, que nous dit l'avenir ? Pour clore cette série documentaire, nous avons fait appel à la puissance de l'IA. 100 000 itérations, 100 000 simulations pour percer le futur de cette CAN 2025. Le verdict est tombé et il est aussi brutal qu'une contre-attaque du Nigeria. La statistique est formelle. La prophétie du 100% place l'Algérie et le Nigeria sur un piédestal mathématique. Ils sont le top tier absolu, les GOAT de cette phase de poule. Mais attention, car le football n'est pas qu'une question de robots contre des génies. Dans 10% des simulations, un grain de sable vient gripper la machine. Un petit club, un David sorti de nulle part, vient terrasser le Goliath de l'argent. C'est la beauté du sport contre le business, c'est le moment clutch où le cœur prend le dessus sur le portefeuille. Est-ce que cette séane sera celle de la rédemption ou celle du naufrage définitif de l'institution ? Le poids du maillot et la pression médiatique vont devenir insupportables dès les huitièmes de finale. Le vestiaire des grandes nations est une poudrière où les égos démesurés menacent d'exploser à la moindre étincelle. La santé mentale des stars est sur le fil du rasoir. Vous pensez connaître la fin de l'histoire ? Vous vous trompez. Nous arrivons au terme de ce premier chapitre des dossiers noirs. Quel régal d'avoir partagé cette analyse avec vous. Mais ne croyez pas que tout s'arrête ici. Si ce scandale des stades fantômes et des choix de deux sabres vous a choqué, vous n'êtes absolument pas prêt pour ce qui s'est passé avec la liste de la RDC et les révélations sur les coulisses de la FIFA que je vous détaille juste ici. Cliquez et découvrez pourquoi le football africain ne sera plus jamais le même. On se retrouve de l'autre côté pour la suite de la vérité.